Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Vous le savez maintenant, les épisodes hebdomadaires sont consacrés à l'actualité tech, à toutes les infos qu'il ne faut pas manquer pour être vraiment au courant de tout ce qui se passe. Et puis dans le format supplément, soit on aborde des infos qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter dans l'épisode hebdomadaire, ou on prend le temps de s'intéresser à un sujet un petit peu différent sous le format d'un dossier. Et ça va être l'objet de cet épisode présent là que vous écoutez. Donc si vraiment vous voulez toutes les news de la semaine, vous écoutez l'épisode précédent du podcast. Et par contre, si vous êtes intéressé par Mastodon, que vous avez un peu de curiosité autour de cet outil qui est beaucoup cité dans l'actualité ces derniers temps, c'est génial parce qu'on va un petit peu en parler. On va en parler sous deux angles. On va en parler sous l'angle des utilisateurs et des utilisatrices, et on va en parler aussi sous l'angle de l'administration parce que oui, Mastodon s'administre. Ce ne sont pas des entités pour un réseau social classique qu'on va solliciter pour créer un compte, pour interagir, pour pourquoi pas faire des requêtes et des signalements. Vous allez voir tout ça, mais c'est des administrateurs auprès d'instances. Vous allez tout comprendre, je pense. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver trois personnes. On est 4 pour parler de Mastodon. C'est un éléphant, alors il faut qu'on soit tous assez nombreux et assez costauds et vaillants pour affronter ce défi qui s'offre à nous. À commencer par Nacher. Salut Nacher, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va bien, merci. Et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots peut-être ? Alors en quelques mots, moi je suis sur Mastodon depuis 2020. J'ai commencé par... je venais de Twitter, je connaissais pas trop. J'ai gardé au début un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et puis ensuite j'ai fini par basculer complètement jusqu'à créer une instance. Donc un serveur Mastodon. C'est génial, merci Nacher, on va revenir dessus. Et puis évidemment, j'ai été vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on initie une conversation, c'est-à-dire donner la parole à un homme en premier alors qu'il y a des dames dans la conversation, c'est pas bien. Mea culpa, je vais réparer tout de suite ma coquille et je vais te remercier Maya d'avoir répondu présente toi aussi pour cet épisode. Salut Maya, est-ce que tu peux nous dire tout simplement aussi qui tu es un petit peu ? Salut Guillaume, écoute, il n'y a pas de souci, on fait une transition, moi je suis plutôt à genre, donc tu vois, on va voir tout le monde. Moi, je suis sur Mastodon depuis avril 2017, donc la fameuse première vague où il y a eu un certain nombre de personnes qui sont venues et beaucoup qui sont reparties, mais on est quelques-uns à être restés, voilà, donc ça fait quand même 5 ans. Et à côté de ça, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Point commun, et dans lequel on a à cœur de mettre à disposition des outils numériques libres. Donc, on met aussi à disposition des instances comme Peertube, peut-être qu'on en reparlera, ou Mobilisons. Voilà, donc je suis à la fois utilisatrice et puis à la fois promoteuse, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Ambassadrice, on peut dire peut-être, en tout cas des outils. En tout cas, merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de temps. Et puis enfin, n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à me corriger si je prononce mal vos pseudos, mais on a aussi Clélou. Salut Clélou. Salut, bonsoir à tous et ça va bien. Merci Clélou, te joindre à nous. Est-ce que tu peux toi aussi peut-être nous dire qui tu es, qu'on puisse mettre des personnalités ou en tout cas une impression de personnalité derrière chacune de vos voix ? Oui, moi je suis dijonnaise et je suis sur Masto parce que j'aimais bien suivre ce que faisait Framasoft à l'époque et je me suis inscrite en avril 2017 en connaissant rien aux réseaux sociaux parce que j'étais nulle part ailleurs avant et ça m'a plu, je suis restée. C'est quoi qui t'a plu du coup sur Mastodon que tu n'avais pas retrouvé ailleurs ? En fait, par une sorte effectivement de communauté, de facilité de discussion, des gens variés, à la fois qui sont assez proches on trouve assez facilement des gens qui on pense être minoritaires, mais en fait on en trouve pas mal de gens avec qui on partage plusieurs choses qu'on aime, quoi.
Ouais, des centres d'intérêt et sans doute des affinités. Et écoute, excellent. Et puis t'as mis en plus dans le conducteur que t'avais un chat. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on est dans la culture du web là dans cet épisode et donc on va rappeler que tu as un chat et on espère qu'il va bien. Je vais faire quelques petits rappels avant qu'on parle très concrètement de Mastodon parce que si vous découvrez Tech Café, sachez que évidemment le podcast est totalement gratuit, mais qu'on a la possibilité de soutenir financièrement Tech Café avec une page sur Patreon qui est une page de financement participatif. Le principe, il est super simple. Vous allez sur patreon.com/techcafé et puis vous pouvez vous abonner et contribuer avec, on va dire, quelques euros par mois à la hauteur, d'ailleurs, de ce que vous estimez juste comme rétribution. Et puis, ça nous permet tout simplement de continuer à faire ce podcast comme c'est le cas depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, merci beaucoup à vous de l'envisager. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cet épisode? Si vous avez suivi l'actualité tech et en particulier l'épisode hebdo de Tech Café et les épisodes des semaines dernières, vous le savez, Elon Musk est arrivé à la tête de Twitter. Il est en train de faire joujou avec Twitter, d'essayer des choses. Et je pense que c'est très compliqué maintenant de donner un petit peu l'actualité de ce réseau social parce que on se rend bien compte que d'heure en heure, une information devient juste puis devient fausse. La dernière en date, c'est la certification des comptes qui venait en plus des badges qui sont maintenant des badges pensés pour être juste des badges de version premium, donc juste l'abonnement payant. Et une heure après, cette certification saute. Donc vraiment, on va pas parler de Twitter, on va plutôt parler de Mastodon parce que c'est un canal qui accueille pas mal de monde ces derniers temps. Il y a un petit mouvement qui s'opère qui est plutôt intéressant à suivre. On sait pas, évidemment, à l'avenir ce que ça va donner. Peut-être que c'est temporaire, peut-être que ça va être durable ou peut-être que ça va continuer à se développer et que c'est annonciateur de quelque chose. En fait, on n'est pas là trop pour faire des prédictions, on est juste là pour vous dire de quoi est-ce qu'il s'agit parce que c'est important peut-être de vous dire à quoi ressemble Mastodon et en quoi ça consiste. Je pense que peut-être une première analogie que je pourrais faire moi qui m'a permis de mieux comprendre les fonctionnements un peu techniques de Mastodon, c'est que donc dans l'approche, c'est peut-être on peut dire l'équivalent d'un Twitter, donc on envoie des messages qui sont limités en nombre de caractères, même si la limite en nombre de caractères n'est pas la même que Twitter, mais en tout cas on échange des messages, on peut suivre des personnes, comme ça on est informé des messages que ces personnes émettent sur le réseau social. Mais contrairement à un réseau social qu'on a l'habitude de connaître pour les plus visités, les interactions se font sur des serveurs. Donc on n'est pas encore une fois sur un seul et même réseau social, on est sur des instances de Mastodon. En fait, l'analogie la plus simple pour moi, c'est celle du mail. On a tous des services mail, donc on a nos mails qui arrivent et qui partent depuis un serveur. Ça peut être Gmail, ça peut être Outlook, ça peut être en fait tous les serveurs de mail que vous avez l'habitude de connaître. Et on n'a pas tous les mails qui sont hébergés sur les mêmes serveurs et pourtant tout le monde peut envoyer un mail à tout le monde parce que les mails sont écrits sur les mêmes principes techniques. Je pense que c'est peut-être là où on peut faire une analogie avec Mastodon, c'est que c'est la même chose. On va créer son compte Mastodon sur un serveur en particulier et puis on va pouvoir interagir avec n'importe quel utilisateur de Mastodon. Ça, je pense que c'est peut-être le truc relativement central. Est-ce que vous avez envie de corriger des bêtises que j'aurais pu dire, qui sont centrales ou des détails, autant être exhaustif, ou est-ce que vous avez envie de compléter un peu cette présentation? Peut-être Clélou, je ne sais pas si tu as des remarques par rapport à ça? Alors, moi, je n'administre pas du tout. Moi, je suis simple utilisatrice. Oui. Pardon. J'ai pas du tout de côté technique. Carrément, tu fais très très bien de le souligner parce qu'effectivement, et je l'ai pas dit, vraiment l'approche c'est qu'on a Nacher qui lui administre une instance, donc il va pouvoir nous parler aussi de la partie administration, mais de ton côté Clélou et de ton côté aussi Maya, vous êtes utilisatrice assez investie de Mastodon, on l'a vu tout à l'heure au travers de vos présentations, et effectivement l'idée c'est vraiment de voir quelle est votre approche en tant qu'utilisatrice de Mastodon, donc oui. N'hésite pas, même sur l'approche, si tu as des choses que tu veux compléter, détailler ou corriger. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut arriver à comprendre, la fédération des différentes instances. C'est vrai aussi que du coup, je trouve que, il y a quelque chose d'assez humain dans Mastodon. Moi, je connais, même si, je suis sur Framapiaf, moi, par exemple, comme instance, c'est l'instance qui est administrée par Framasoft, et je peux dialoguer assez facilement avec les administrateurs de Framapiaf, surtout que là, comme ça fait déjà un moment que j'y suis, moi, je suis aussi arrivée en avril 2017. J'ai repéré les comptes perso des admins et par exemple,
des fois, on peut leur demander des blagues ou des choses comme ça. C'est assez agréable. Et puis, c'est pareil pour, par exemple, comment on dit, la modération. Quand il y a quelque chose qui nous chiffonne, etc., on peut assez facilement alerter soit autour de nous dans notre instance, soit des gens, des proches ou des gens qu'on connaît. Et on a souvent des réponses, quoi. C'est hyper intéressant que tu dis ça parce qu'en fait, quand on comprend le fonctionnement des instances, ça paraît évident, mais le fait que tu le dises me montre que je ne l'avais pas réalisé, mais effectivement, il y a une proximité avec l'administration d'un serveur Mastodon qui n'a rien à voir. En fait, on n'a pas d'équivalent, je pense, sur d'autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on fait un signalement ou quand on fait une alerte ou quand on veut contacter quelqu'un par rapport à notre compte, j'en sais rien, forcément, on va faire l'analogie, mais de Twitter, on se heurte un peu à un mur de contact et à des mails un peu automatisés qui, on l'espère, vont nous donner gain de cause dans notre demande. Là, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, potentiellement, tu arrives à identifier les administrateurs et échanger avec eux et avoir une forme de proximité comme tu peux l'avoir avec n'importe quel utilisateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pareil, et du coup, j'en profite. C'est vrai aussi que comme c'est souvent soit bénévole, soit associatif, soit... Du coup, moi, j'hésite pas non plus à participer financièrement ou à demander s'ils veulent des coups de main, des choses comme ça. Alors après, c'est dans la mesure du possible, mais voilà, c'est aussi ça, Masto. On met aussi la main à la pâte, même si on fait ce qu'on sait faire et pas... C'est un investissement en forme de bénévolat qui est hyper intéressante. Maya, pareil, est-ce que tu as des éléments à compléter peut-être pour présenter le réseau social, le principe de Mastodon, l'esprit même Mastodon? Écoute, ça rejoint ce que tu as dit effectivement et ce que disait Clélou. Il y a une proximité qui s'installe dans les différentes... c'est des communautés en fait. Hein. Donc l'administrateur de l'instance fait partie de la communauté. Il a un rôle à part, mais il en fait partie. Et donc on prend soin les uns des autres parce que c'est pas quelque chose d'impersonnel avec des millions de gens et des administrateurs intouchables. C'est comme une petite maison dont on fait partie et dont on prend soin. Forcément, les relations sont pas les mêmes. Forcément, on fait plus attention. Forcément, quand quelqu'un est agressif, il va plus vite être contrôlé, ramené à un petit peu plus d'humanité ou banni si vraiment c'est nécessaire. Voilà, c'est pas le même état d'esprit parce que c'est une question d'échelle. On est voilà. Et puis ça permet de choisir sa maison. Moi, certains préfèrent aller dans un salon de thé, d'autres dans un bar où on boit de la bière. C'est pareil sur Mastodon. On peut choisir en fonction de ses affinités. On peut choisir, par exemple, moi j'ai choisi mon instance par rapport à la charte. J'étais pas du tout d'accord moi avec les chartes trop restrictives où on va t'expliquer comment tu dois te comporter. Je sais que il y a plein d'autres personnes qui sont pas d'accord avec moi. Hein. Moi, j'ai choisi une instance où les règles sont vraiment minimales. On s'en tient à la loi française, et pour le reste, on est assez grand. Voilà. Mais c'est très personnel et c'est très chouette de pouvoir dire, je choisis mon endroit par rapport à ce critère-là. Et puis il y a d'autres personnes sur d'autres instances qui ont besoin de beaucoup plus de règles, beaucoup plus de chartes, beaucoup plus d'encadrement. Et c'est tout à fait respectable. Moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est vraiment ce qui est chouette en fait dans ce côté fédéré, c'est de pouvoir avoir des endroits où on se sent bien. Qui qu'on soit. Dans Tech Café, ça fait très longtemps qu'on parle de l'implication auprès de la société des réseaux sociaux, qui sont des communautés qui rassemblent un volume de personnes hyper important au point que ça transcende les États et donc du coup les réglementations. Donc je vais pas revenir sur ces enjeux puisque c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement dans Tech Café, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois quand on se retrouve face à une problématique, notamment une problématique de modération sur les réseaux sociaux, la réponse magique qu'on aime bien sortir, c'est on devrait avoir un peu des réponses un petit peu à la carte, selon les réglementations, selon les personnalités, selon les besoins. Et en fait, Mastodon montre que en utilisant une autre approche structurelle et sur le plan technique, finalement, on arrive à avoir cette souplesse-là d'administration. Et ce que tu dis là est assez révélateur, je pense.
Nacher, si je me tourne vers toi à la fois avec ta casquette d'administrateur d'instance, mais aussi, avant tout, quand même, d'utilisateur aussi Mastodon, je doute qu'on soit vraiment administrateur d'instance Mastodon sans être avant tout utilisateur convaincu. Est-ce que là aussi, pour la partie présentation du réseau social, tu as des choses que tu voudrais compléter ou amender ? Alors, il y a des choses que Maya ont dites et qui sont assez intéressantes parce que je les ai entendues à peu près, enfin, je les ai lues en tout cas, venant de personnes qui arrivent de Twitter. Beaucoup de gens font la comparaison entre les instances Mastodon et des petits villages où on vient s'installer. Ouais. Il y a un aspect place du village où on se retrouve assez facilement pour communiquer, échanger. Et ensuite, si jamais on veut discuter avec quelqu'un d'autre, on prend le temps de prendre le chemin et puis on va dans le village d'à côté pour discuter. Et puis ça se passe assez facilement comme ça en fait. Il y a un point, moi en tant qu'utilisateur, alors j'avais créé un compte en 2017 sur mastodon.social qui est un peu, on va dire, l'instant, j'ai l'impression, en tout cas à l'époque, par défaut, qui permettait de pas trop se poser de questions. Et je me reprenais l'interface de choix du serveur au départ, là, quand j'ai réactivé il y a quelques jours mon compte Mastodon et que j'essayais de voir s'il fallait que je me crée un nouveau compte ou pas. Il y a quand même quelque chose qui bouscule nos habitudes, et je voudrais bien avoir vos retours là-dessus, c'est que vous avez bien souligné les intérêts qu'il peut y avoir à avoir différentes instances qui ont des règles de fonctionnement différentes, mais quand on a envie de découvrir Mastodon, on n'a pas forcément toujours, je pense, envie de choisir une instance, et en plus on nous donne pas forcément les implications. Par exemple, un point qui est important, c'est que quand on a créé un compte sur Mastodon, là aussi vous me compléterez ou me corrigerez si je dis des bêtises, mais une fois qu'on a créé un compte sur une instance, on peut tout à fait bouger d'instance et retrouver grosso modo la communauté de personnes qu'on suit en allant rejoindre un autre serveur. Pour autant, il y a quand même cette espèce de difficulté au départ à rejoindre une instance qui est structurante, hein, et je dis pas qu'il y a des solutions possibles. Je pense que voilà, c'est fait de cette manière-là et c'est difficile de faire autrement. Pour autant, je me dis, moi j'ai du mal à rentrer dans des cases. Est-ce que je serais plutôt sur un serveur, j'en sais rien, de podcasters ? Est-ce que je serais plutôt sur un serveur où je vais parler de jeux de rôle, de jeux vidéo ? Est-ce que je vais être sur un serveur qui va parler de chats, peut-être, qui va avoir des affinités autour de chats. Disons, je sens en abordant le sujet que je n'utilise pas les bonnes terminologies parce que je vais pouvoir parler à la fois de chats, de jeux de rôle et de podcasts, quelle que soit l'instance sur laquelle je me retrouve. Mais ce que je voudrais essayer de toucher du doigt avec vous, c'est le fait qu'on a le sentiment au départ, quand on utilise Mastodon, de devoir entrer dans une case. Et ça me paraissait compliqué. J'ai le sentiment que c'est le cas de beaucoup d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à me répondre à ce sujet-là, peut-être Maya ou Clélou en particulier, qui avait vraiment une approche utilisatrice. Effectivement, moi je pense que, moi je suis vraiment pour beaucoup, c'est très généraliste quoi. Je suis vraiment le coup d'âme moyen et je suis pas venue effectivement pour quelque chose de très précis. Je sais qu'il y a des photographes, il y a des artistes qui viennent plus pour des auteurs de bande dessinée. Voilà, qui viennent plus pour montrer ce qu'ils font ou pour discuter sur ce qu'ils font aussi, parce que c'est pareil, on a quand même des interactions avec eux. C'est pas seulement une vitrine comme Mastodon. Moi, je trouve que ça c'est quelque chose. En tout cas, moi, les comptes vitrines, je les évite. Et par contre, alors c'est vrai que du coup, il y a des instances généralistes, c'est vrai, qui sont plutôt francophones, plutôt françaises. Donc là, il faut trouver ce genre d'instance-là. Mais après, je sais que après, au fur et à mesure, moi, j'ai voulu poster, par exemple, des poèmes, des choses comme ça. Et là, j'ai cherché une instance où je pouvais poster des choses plus longues et me retrouver avec des gens qui sont plutôt aussi à poster des textes. Et du coup, moi, j'ai plusieurs comptes. Mais voilà, ça se passe assez bien. Oui, finalement, tu mets le doigt sur ce sujet-là aussi. C'est que finalement, on peut très bien avoir, j'en sais rien, plusieurs comptes Instagram. Si je reprends le cas d'un photographe, il peut très bien avoir un compte Instagram à titre personnel et un compte à titre pro, même si le fait d'incarner certains métiers est toujours plus convaincant quand on a un seul et même compte. Je comprends tout à fait ce que tu décris effectivement. Maya, tu rejoins la réponse de Clélou, j'imagine? Ah oui, complètement. Et puis, je crois qu'il ne faut pas se mettre trop de pression quand on arrive. On peut presque choisir l'instance au hasard. Presque, je dirais, vraiment. Mais on le sait pas. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Mais au départ, quand on connaît pas Mastodon et qu'on le découvre, on le sait pas. Et je me dis parfois que de savoir que ça n'a pas
tant de poids que ça, finalement, ça met un frein à l'adoption qui est pas rédhibitoire, hein, mais qui est pas neutre. Mais disons qu'il y a quand même une population assez spécifique sur Mastodon pour le moment. Et il y a beaucoup de gens qui ont le souci du détail, qui veulent vraiment bien expliquer, qui vont expliquer tous ces détails-là. Et qui vont rechigner à simplifier pour faire en sorte que les gens comprennent vite et bien. Et c'est peut-être une des difficultés du réseau pour que les gens arrivent. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire un mode d'emploi qui tient en 3 lignes et le diffuser partout. Inscrivez-vous sur telle instance. Voilà, qui serait par exemple une instance dédiée aux nouveaux, pourquoi pas. Voilà, créez votre compte et ça y est, c'est fait. Voilà. Mais on est dans une communauté qui rechigne à ça. Voilà, c'est comme ça aussi. Ça fait partie de l'ADN du réseau actuellement. Et donc pour l'instant, ça ne se fait pas comme ça. Mais pourquoi pas il est possible qu'une équipe motivée monte une instance dédiée aux nouveaux, fasse un mode d'emploi de ce type-là et c'est parti. Mais je ne sais pas si c'est souhaité par la communauté du fait divers, par contre. Voilà. Mais bon, personne ne peut empêcher les gens de le faire. Moi, si je puis me permettre, ce qui m'avait vraiment troublée au tout début, je venais d'aucun réseau social, encore une fois, c'est de trouver le fil global, en fait. Parce que, et une fois qu'on l'a trouvé, après, on s'abonne à des comptes et voilà, c'est parti, quoi. C'est pas non plus très compliqué, je trouve. Mais c'est vrai qu'on ne maîtrise pas, quoi. On ne sait pas trop. Voilà, il faut savoir qu'en fait, on a une vue et il y a plein de choses qui nous échappent, quoi. Et donc, si on est curieux, on trouve, mais après, on peut aussi se contenter de rester dans son village, comme disait Nacher tout à l'heure. Ouais, moi, la réflexion que je me faisais aussi ces derniers jours, parce que j'essaye aussi d'avoir une approche par le mea culpa, parce que quelque part, je fais partie des utilisateurs qui n'a pas continué ces usages Mastodon, qui se plaint vite de ces difficultés à rejoindre une instance, à faire les choix que je décris. Je pense aussi que les réseaux sociaux et toute la communauté qu'on peut représenter d'utilisateurs de réseaux sociaux au sens classique du terme, je pense qu'on est aussi habitué à une forme de paresse intellectuelle maintenant. J'ai eu des réactions sur Twitter d'ailleurs de personnes qui me disaient oui, j'ai entendu cet argument de nombreuses fois de la part des libristes, évidemment dans son tweet, je pense que le mot libriste était connoté très négativement, alors que je pense qu'il faut le concevoir pour le message qu'il est. Mais il me disait en tout cas oui, cet argument il tient pas, je l'ai trop entendu longtemps. En fait, je sais pas. Je sais pas si, au contraire, on s'est pas installé dans une forme de paresse intellectuelle qui fait que on veut réduire, et quelque part c'est bien compréhensible aussi, le plus de friction possible dans nos usages numériques. Et si jamais on a un outil qui nous fait des petites papouilles, qui nous fait des petits massages, qui nous accueille avec un petit cocktail à l'arrivée, ouais, c'est séduisant. Et puis on s'installe dans une forme de paresse qui fait qu'on se pose plus peut-être les mêmes questions qu'avant. Et ça montre à quel point on n'est peut-être pas prêt à faire des efforts. Bon, ça c'était un peu mon analyse psychologie de comptoir, mais je trouve que ça s'applique beaucoup à moi et peut-être à beaucoup d'autres utilisateurs, donc je voulais vous la partager. Nacher, une petite question aussi, alors déjà sur cette appropriation de Mastodon pour les premiers usages. Je sais pas si toi tu as une réflexion là-dessus à compléter. Et puis je voudrais qu'on transitionne doucement sur la partie un petit peu technique aussi de Mastodon, sans évidemment expliquer comment ça marche techniquement, parce que je suis pas certain qu'on soit les mieux placés tous les quatre là pour en parler. Et puis c'est surtout pas le lieu. Mais par contre que tu puisses nous dire, est-ce que quand on administre une instance, quels sont les choix qu'on peut faire techniquement? Est-ce que on peut faire des choix pour que nos messages, j'en sais rien, je dis peut-être bêtises, mais partent plus vite? Est-ce que on a la possibilité d'avoir des quotas pour les médias? Est-ce qu'on a la possibilité, pareil, j'en sais rien, peut-être que Mastodon permet d'avoir des instances qui permettent de diffuser des messages avec plus de longueur de texte, de faire de la vous écouterez mes guillemets, de la certification. Voilà, je veux bien t'entendre en tout cas sur cette première approche de Mastodon en tant qu'utilisateur et sur la vision technique d'une instance et des fonctionnalités. Alors sur la partie Mastodon en tant qu'utilisateur, quand je me suis intéressé à Mastodon en fait, j'ai commencé par me renseigner un minimum. Je suis informaticien de métier, donc
le premier réflexe pour moi, c'était de chercher un petit peu de quoi on parle. Et l'instance vers laquelle je me suis tourné pour faire mon premier pas sur Mastodon, c'était mammoth.fr, qui est administré par la Quadrature du Net. Je me disais que, vu les combats que l'association mène, l'instance devrait être relativement bien tenue. Et en allant faire un tour sur instance.social, j'ai vu que c'était une des plus grosses instances francophones. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par là. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans Mastodon, dans cet univers, que j'ai fait mes premiers contacts. Par contre, je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de modération à l'époque. Il y a eu des mouvements depuis dans un sens puis dans l'autre, mais dans tous les cas, j'ai pas souhaité rester très longtemps sur cette instance-là. J'en ai rapidement changé. Je me suis retrouvé sur une instance beaucoup trop peu active ensuite. C'est ce qui m'a poussé à discuter un peu avec la communauté francophone, me renseigner pour savoir s'il y avait des instances francophones à propos des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux de plateau, ou des jeux sur toutes leurs formes. Et la plupart des réponses que j'ai reçues, c'était que non, et que si jamais ça se faisait, ça pourrait être intéressant. Donc je me suis dit, on y va. Au détour de la conversation, je découvre, je dois le dire, instance.social, qui est peut-être une première réponse qu'on peut donner à ceux qui ont envie de faire l'effort de rejoindre Mastodon, parce que si j'ai bien compris, et ça me semble diablement simple parce que j'ai fait l'exercice en t'écoutant, tout simplement, on peut choisir une instance en donnant certains critères. Évidemment, le premier critère qu'on va nous demander, c'est dans quelle langue on parle, et on peut en mettre évidemment plusieurs. Donc là, déjà, ça va nous filtrer les instances selon les langues qui sont usitées. Ensuite, on peut utiliser un filtre pour savoir si on veut, je reprends votre analogie tout à l'heure, plutôt un village, une ville ou une mégalopole, puisqu'on peut voir le nombre d'utilisateurs ou dire qu'on s'en fiche. On peut aussi utiliser des critères pour savoir si on est en phase avec les contenus pornographiques sans ou avec les tags d'avertissement sur les spams, la publicité. Assez vite, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont mettre interdit pour tous ces critères pour que ce soit un peu plus sain, mais j'imagine qu'il en faut pour tous les goûts. Et après, on a une liste d'instances avec un nombre d'utilisateurs, un nombre de statuts publiés qui permet vraiment d'avoir une vision assez complète de ce qui existe. Je trouve ça en fait vachement sympa et j'ai pas l'impression que cette espèce de recherche par filtre, elle est dispo au départ naturellement pour le grand public qui vient tester Mastodon. En tout cas, je l'avais pas vu comme ça, donc c'est intéressant. Et du coup, Nacher, si je continue sur les fonctionnalités alors d'une instance, quels sont les choix qu'on peut faire alors, j'allais dire technique, prenons avec des grosses pincettes cet aspect technique, mais quels sont les choix qu'on peut faire en administration d'une instance Mastodon? En administration d'une instance Mastodon, tout va dépendre en fait du niveau de technicité en fait de la personne qui administre. J'ai fait le choix de partir sur une instance clé en main. Donc en fait, moi je loue un serveur Mastodon qui est prêt à l'utilisation. Donc je ne touche pas au code, je ne touche pas à la base de données. J'ai pas accès à ces éléments-là et j'ai donc accès à beaucoup moins de personnalisation que d'autres instances. Mais quelque part, j'ai une instance qui est toujours à jour parce qu'elle est maintenue par mon fournisseur. Et ça fait déjà le taf si j'écoute ma communauté qui s'en plaint pas trop. En termes de personnalisation, donc comme j'ai un service clé en main, je ne peux pas ajuster le nombre de caractères, mais c'est possible sur les instances qui sont administrées par des personnes qui gèrent eux-mêmes le serveur qui héberge techniquement leur instance, ça y a pas de problème. Il n'y a pas de possibilité de faire partir des messages plus vite que d'autres. Il n'y a pas de mécanisme de certification. Par contre, via les métadonnées, qui sont des petits champs qui sont présents sur les profils, on a possibilité de faire valider le fait qu'un lien correspond bien à quelque chose qui nous appartient, qui correspond à notre identité.
c'est une manière quelque part de se faire certifier. Ouais, ce qui est peut-être d'ailleurs une méthode beaucoup plus fiable que, que ce qui est actuellement en place et beaucoup plus simple aussi, qui doit avoir, j'imagine, ses limites, mais effectivement, c'est un bon moyen de traiter ce sujet de la certification qui occupe beaucoup de cerveau sur d'autres réseaux. Quand on est admin, Nacher, l'info qui a beaucoup circulé ces derniers jours et qui a agité comme une forme d'épouvantail, c'est attention, quand vous rejoignez un serveur Mastodon, sachez que les admins peuvent tout lire. Ils peuvent lire vos messages privés, ils peuvent tout consulter. C'est quand même source de beaucoup de problèmes de sécurité et de confidentialité des données. J'ai ma réponse, Nacher, mais je me fais le porte-parole de cette remarque, qui est techniquement, je pense, vraie. Après, il y a de la nuance à apporter. Je ne sais pas si tu veux apporter cette nuance-là, justement. Alors justement, il y a quelques jours, j'ai eu un échange avec un administrateur d'instance qui gère son instance de A à Z et qui, lui, techniquement, aurait ses accès. Donc la différence entre lui et moi, c'est que de mon côté, je n'ai pas accès à la base de données, donc je ne peux pas regarder directement les mots de passe, les messages privés ou quoi que ce soit. J'aurais possibilité de demander à mon fournisseur une sauvegarde de la base de données, mais c'est juste des gigaoctets de données qu'il faut savoir traiter, trier et analyser derrière. Il faut avoir beaucoup de temps en fait. Et c'est exactement ce que l'administrateur de cette autre instance me disait, c'est qu'il y a tellement de quantité de données que déjà il faut savoir où chercher et ensuite il faut avoir le temps pour le faire. Donc c'est pas donné à n'importe qui. Et après, je ne sais pas s'il y aurait une possibilité, d'une manière ou d'une autre, de mettre en place un chiffrement de bout en bout. J'imagine que ça fait partie des sujets qui sont étudiés. Après, le point qu'on peut soulever, c'est que les messages privés que vous échangez peut-être sur Twitter aujourd'hui ne sont pas plus chiffrés de bout en bout. Il y a des démonstrations faciles qui circulent beaucoup en ce moment, qui montrent tout simplement l'envoi d'un lien d'une personne. Il l'envoie d'ailleurs à lui-même par message privé, enfin un autre compte Twitter qu'il détient, et sans consulter le message privé, il a bien les avertissements de la page qui a été appelée, qui montrent qu'en gros le contenu il est appelé. Alors ne serait-ce que d'ailleurs pour aider Twitter à faire la vignette de prévisualisation du lien, et peut-être que c'est des raisons bien légitimes, mais enfin il n'empêche que techniquement les messages privés sur Twitter ne sont pas chiffrés de bout en bout, donc que vous vous intéressiez à Mastodon ou pas, enfin j'imagine que si vous écoutez cet épisode c'est que vous y intéressez, mais si vous avez envie de vous lancer dans les usages de Mastodon, ou au contraire que vous êtes convaincu que vous n'irez jamais y mettre les pieds, sachez que de toute façon, si vous échangez des informations un peu confidentielles et un peu sensibles par message privé Twitter, arrêtez tout de suite. C'est probablement pas un bon moyen de le faire. Peut-être que vous avez plus confiance dans les administrateurs Twitter que dans les administrateurs d'une instance Mastodon, ou pas. Mais en tout cas, sachez que il y a les mêmes reproches qu'on peut faire avec des échelles différentes, évidemment, auprès de Twitter. J'aurais eu très confiance dans l'administration, j'aurais eu plus confiance dans l'administration de Twitter il y a de ça quelques semaines, sachant maintenant qu'ils sont probablement beaucoup moins nombreux et probablement pas assez nombreux pour gérer des problématiques utilisateurs. Ça me rassurerait pas vraiment. Bref, on a abordé beaucoup des éléments que je voulais qu'on traite ensemble, mais il y a peut-être des questions très pratiques, Nacher, que certaines personnes se posent, certaines questions très pratiques. Donc, en tout cas, concrètement, toi, tu t'es tourné vers un service qui propose ça, clé en main, un hébergeur. Je sais pas si on pourra mettre des liens dans les notes de l'épisode pour aider les gens à identifier un service, on verra, mais concrètement, si c'est possible de nous aider à y voir plus clair, ça coûte combien une instance Mastodon? Ça dépasse probablement d'ailleurs. Exactement. En fait, il y a une question de dimension et de performance. On peut commencer avec un petit serveur qui va coûter, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était 6 € par mois. Pour une instance qui a pu tenir la charge en fait jusqu'au mois d'avril et l'annonce en fait du rachat de Twitter par Elon Musk, parce que c'est là qu'on a eu nos premières vagues d'arrivées massives, et c'est là que j'ai dû passer un abonnement.
enfin du moins un plan d'hébergement supérieur. Et là, actuellement, avec la dernière vague de migration, j'en suis à un hébergement qui me revient à grosso modo 25 € par mois. Ouais, donc ce qui est une somme qui est quand même complètement abordable. Si on les met en regard d'un 8 € par mois d'une certification sur d'autres réseaux, c'est évidemment pas du tout les mêmes choses, vous l'avez compris, mais c'est intéressant de voir que c'est quand même plutôt accessible. Après, j'imagine qu'il y a effectivement des histoires de dimensionnement, de réponse à de la charge. C'est quoi la motivation de passer du temps comme ça à avoir une instance? Est-ce que c'est ton ego que tu flattes, Nacher, en te disant oui, moi j'ai ma propre instance Mastodon, ou est-ce que c'est une envie d'avoir justement ta maison dans le village, ou plutôt le village dans le pays, et cette espèce d'envie d'être moteur dans un mouvement dans lequel tu crois? C'est quoi qui te motive à passer du temps à administrer une instance? Mon instance tourne autour des jeux, et quand je suis arrivé sur Mastodon, il n'y en avait pas. Donc déjà, quelque part, c'est ça qui m'a poussé à répondre à quelque part un besoin, parce que quand j'en discutais autour de moi sur les instances où j'étais, tout le monde me faisait le retour comme quoi ça n'existait pas, que ça serait intéressant, que il y avait pas mal de gens intéressés par le principe, par le concept, et ces gens ont fini par venir s'installer sur l'instance. Et de fil en aiguille, ben, j'ai laissé faire, je discute avec les gens, ça se passe plutôt bien. Et au fil du temps, la communauté a grossi. Bon, ces derniers temps, ça a pris des proportions un peu dingues. On a fait du x5, x6 en une semaine, ce qui est un peu gros. On a passé d'une centaine d'utilisateurs à quasiment 600. C'est pas évident à gérer, d'autant plus que chez nous on fait de la validation manuelle des comptes pour éviter que n'importe qui s'inscrive, pour éviter d'avoir des comptes de spam, des bots, des personnes qui arriveraient là un peu par erreur ou par hasard, parce que l'instance que j'administre tourne autour des jeux et en langue francophone. Donc quotidiennement, on a une grande quantité de personnes de langue étrangère, voire même de langues que je ne suis pas en capacité de lire, qui laissent un petit mot pour qu'on les laisse rentrer. Mais c'est compliqué de faire face à tout ça, surtout dans les volumes actuels. Ça prend combien de temps par jour aujourd'hui? On est un peu dans une période un peu plus intense, j'imagine, qu'il y a d'autres périodes, mais ça te prend combien de temps? Alors actuellement sur mon instance on est 4, donc 3 modérateurs plus moi qui administre, et on se répartit la charge. Ça prend, sur une journée, ça peut prendre facilement 1 à 2 heures par personne pour faire le tour de toutes les demandes qui arrivent, qu'il faut étudier, voire des fois prendre contact avec les personnes par mail pour leur dire pourquoi on leur dit non, enfin pourquoi on valide pas leur demande d'inscription, parce qu'on a des raisons qui sont des fois un peu dingues. Encore une fois, c'est un serveur qui parle de jeu, et on demande en fait une petite explication de pourquoi les personnes veulent s'inscrire chez nous. Parfois, on a pour fuir Twitter, pour fuir Musk. On a des trucs pour la parole libre. Pour découvrir, pour tester, voire même une fois, j'ai refusé une personne qui avait mis comme raison d'inscription juste un point. Le caractère, point. Les questions pour rejoindre une instance, on met ça, en fait, on met ce qu'on veut en place. Tu pourrais faire des défis, ou est-ce que c'est quelque chose qui est fixé par la nomenclature Mastodon? Comment ça se passe? Pour le service que je loue, en fait, j'ai pas trop le choix. C'est juste un petit champ qui demande aux personnes la raison le motif de leur inscription sur notre serveur. Après, sur des serveurs, sur des instances où les personnes ont la gestion pleine et entière, je pense qu'ils doivent pouvoir mettre les mains dans le code pour ajuster un peu ça, mettre un peu plus de finesse ou demander plus de détails. C'est des aspects sur lesquels j'ai pas la main. Donc on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Voilà. J'ai presque envie de conclure par un dernier tour de table et essayer de voir si vous avez tout à la fois des recommandations pour les personnes qui seraient intéressées ou vous savez les peut-être nombreuses personnes qu'on voit croiser et qui disent bon j'ai essayé, j'ai rien compris. Peut-être qu'il y a des éléments pour les motiver, leur donner une seconde chance. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semblerait incontournable et pour lequel vous seriez vexé qu'on ne l'ait pas abordé en se disant au revoir pour cet épisode. C'est le piège de la fin, hein, parce que c'était pas dans le conducteur. Maya, je te désigne comme étant volontaire pour répondre en premier à ce piège de conclusion. Ah oui, en live, là, carrément. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, moi, je suis pas là pour convaincre les gens de venir à tout prix. Je crois que chaque réseau social a sa raison d'être. Et puis ses communautés. Et puis c'est pas pour rien si les jeunes partent sur TikTok, les vieux sur Facebook. Voilà, il y a pas. Je me sens pas investie de la mission de convaincre que les gens doivent venir. Sur ce réseau. Maintenant, si vraiment il y a des personnes qui sont motivées, qui n'arrivent vraiment pas à s'inscrire, je pense que elles peuvent trouver dans leur entourage ou dans des associations de libristes près de chez eux des gens qui vont les aider. Voilà, si la motivation est là, ce n'est pas si compliqué que ça au final. Et on peut trouver des gens pour se faire aider. Vous savez, je crois que si vous voyez les jeunes, par exemple, qui s'approprient de nouveaux outils tous les jours et qui comprennent très bien, par exemple, les différences entre les différents serveurs Discord, etc. Je pense que la difficulté pour rentrer sur Mastodon est toute relative et que c'est, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, c'est surtout parce qu'on n'aime pas changer. Ouais, Voilà. qu'on n'a pas envie forcément de faire d'efforts. C'est tout le monde pareil. Moi, la première. Moi aussi. Tu me changes Word contre le LibreOffice, je vais râler pendant un moment avant de m'adapter, quoi. Voilà, et on est tous pareils. Donc, voilà. Et ça me fait penser en fait à beaucoup d'efforts du quotidien, hein, plus proche des réseaux sociaux. Il y a peut-être le développement. Je pense que les personnes qui voudraient apprendre à créer une application mobile, à créer un site web, à créer un programme, un script. Hein, en fait, je pense que c'est le genre de choses qui est accessible vraiment à énormément de personnes. On n'a pas besoin d'être un grand écrivain ou un fin mathématicien pour arriver à faire du développement. Et il y a une espèce de plaisir indescriptible qui évidemment marche sur moi, elle marche peut-être pas sur tout le monde, mais j'ai la naïveté de penser qu'elle marche quand même de manière globalement, de manière très très efficace. C'est que quand on commence à mettre les mains dans le cambouis, on a une autre vision des choses et quelque chose de très gratifiant. Quand on voit que les choses marchent parce qu'on y a mis de l'énergie, je trouve que c'est d'autant plus satisfaisant. Et j'ai ce même sentiment avec Mastodon. Là encore, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir sur mes usages de Mastodon, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à mettre cet effort. Et évidemment, je vous encourage à faire pareil. Clélou, est-ce que tu as eu le temps, avec la réponse de Maya, de préparer ton argumentaire pour mon piège de conclusion ? Moi, je dirais peut-être simplement d'oser interpeller des gens, discuter, en gardant à l'idée que derrière, c'est des humains et donc des petits mots de compréhension avec éventuellement un bonjour, un au revoir, de pas débouler dans des conversations tout avec ses gros sabots sans dire j'ai un point de vue, j'aimerais le donner. Voilà, il y a des règles de politesse élémentaires, je trouve, qui sont sympas à respecter et je trouve que Mastodon, ça marche bien comme ça aussi, quoi. Et donc, n'hésitez pas à venir, même si voilà, ça a l'air d'être une conversation de rue entre personnes qui se connaissent, mais souvent on accueille très volontiers des gens pour discuter, voilà. Et je trouve que Mastodon, on a des vrais. Alors on peut déconner certaines soirées de façon assez loufoque, et puis il y a des conversations sérieuses. Et effectivement, c'est assez varié et divers, et moi j'aime bien ça. J'aime bien ta réponse, Clélou, et ta vision des choses qui met en exergue le rapport à l'humain. Parce que là aussi, s'il y a bien un sujet qu'on a abordé dans Tech Café quand on parle de manière générale des réseaux sociaux, c'est ce mur derrière lequel pensent être protégés les utilisateurs de l'anonymat. Et encore une fois, je défends l'anonymat. Hein, je prétends pas que l'anonymat est un problème, mais il y a une espèce de distanciation des rapports humains sur les réseaux sociaux habituellement qui fait que on est plus facilement embarqué dans des mouvements
alors de haine, c'est peut-être beaucoup dire, mais de virulence, de manque de respect des personnes avec qui on interagit, parce qu'on voit pas forcément l'humain. Mastodon nous ramène à une dimension très humaine, et vous l'avez très bien décrit, je pense tous les trois, avec vos retours et avec vos témoignages, ne serait-ce que la manière dont est administrée une instance, où on peut faire l'analogie avec l'informaticien de la famille qui va nous aider à installer l'ordi. Bon voilà, c'est un peu le contact qu'on a, avec qui on a des affinités, qui gère l'instance qu'on rejoint pour créer son compte Mastodon. Et ben il y a ce rapport à l'humain qui est réinjecté dans Mastodon, qui est très intéressant. Je ne suis pas persuadé que ce soit la solution miracle pour réduire les comportements haineux en ligne, mais enfin ça me paraît être quand même un point assez central, et démonstration d'ailleurs est faite que par rapport à ce que je disais sur l'anonymat, c'est pas l'anonymat le problème, parce que l'anonymat peut tout à fait être évidemment retrouvé sur Mastodon, et pour autant il y a peut-être des environnements un petit peu plus sains. Là encore, je considère pas que Mastodon est parfait non plus, il doit forcément y avoir des défauts. Nacher, à ton tour d'être puni par ma question piège de conclusion, est-ce que tu as des choses que tu voulais compléter avant qu'on se dise au revoir? Alors par rapport aux gens qui débarquent et qui disent que c'est compliqué, comme Maya, je fais le constat qu'en fait, comme tout changement d'outil informatique, ça demande un effort, et les gens s'attendent à retrouver sur Mastodon exactement la même chose que Twitter sans faire d'effort. Et de mon point de vue d'admin, je vois des gens qui créent leur compte et qui le suppriment dans les heures ou les jours qui suivent sans avoir eu d'interaction avec qui que ce soit. Parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre comment ça marche, ils n'ont pas cherché à discuter avec quelqu'un pour déjà amorcer au moins un minimum de rapport humain. Ils suppriment leur compte et ils retournent sur Twitter. Et finalement, c'est peut-être le même sentiment qu'on éprouve tous quand on passe de, j'en sais rien, d'un Linux à un Windows ou à un Mac, ou d'un iPhone à un Android, ou inversement. Combien de fois on a eu ce ressenti, ou des témoignages de personnes de notre entourage qui expriment leur regret quelque part de faire ces changements-là, et voire même les difficultés qu'ils ont parce qu'ils perdent leur repère. C'est peut-être d'autant plus vrai parce que Mastodon est très différent des autres canaux qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser au format réseaux sociaux, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de témoignages et de ressentis de ce type. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. J'espère évidemment que les auditeurs ont été intéressés par ce qu'on aura mis sur la table. Évidemment, on n'était pas en train de faire un tuto en disant cliquez ici, cliquez là. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres sur Internet qui font très très bien le boulot, mais je trouvais ça intéressant d'avoir une approche avec une vision utilisatrice et administration. Ça va être le bon moment de se dire au revoir et de rappeler aux internautes où est-ce qu'on peut nous retrouver tous autant que nous sommes sur Internet. Alors, habituellement, les personnes dans Tech Café indiquent leur compte Twitter. Peut-être que vous allez indiquer plutôt un compte Mastodon où on va pouvoir vous retrouver tous les trois, mais ça peut être aussi un site web ou évidemment d'autres réseaux sociaux si vous êtes privilégié sur des contacts publics ailleurs. N'hésitez pas, évidemment. Maya, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, et si jamais on peut te retrouver? Oui, le plus simple, c'est mayadereva.net. Voilà, après, il y a des ramifications, mais on peut me retrouver à tant d'endroits que, autant dire juste ça. Très bien, le site internet, c'est une valeur sûre, effectivement. Merci. C'est ça. Merci Maya. Clélou, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, mon compte Masto, c'est effectivement clélou@framapiaf.org. Et puis, je voulais juste faire un petit coucou à Troll, parce que c'est lui qui nous a retrouvés, pour le coup. Effectivement, c'est lui qui a dessiné qui serait participant dans cet épisode quand j'ai émis l'idée de vouloir faire cet épisode. Et vous l'avez compris, évidemment, c'est un épisode qui s'est construit dans l'identification des participants et même dans l'organisation, sur Mastodon, forcément. Nacher, merci beaucoup toi aussi d'avoir participé à cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci à toi en tout cas. Alors moi, on peut me retrouver sur l'instance ludosphère.fr. Donc je suis l'admin principal, vous me trouverez facilement directement sur la page de l'instance, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup, Nacher. C'était un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez appris des choses, à vous rendre sur les plateformes de podcast que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit Podcast Addict, Apple Podcast ou même les étoiles sur Spotify qui font évidemment toujours très plaisir. Vous pouvez aussi commenter cet épisode sur techcafé.fr dans l'article qui accompagne la publication de cet épisode. Si jamais vous trouvez que Tech Café vous rend un quelconque service, vous divertit et vous fait passer des bons moments, je vous invite aussi, comme je vous l'ai dit en intro, à vous rendre sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous bénéficierez notamment des épisodes sans la pub, du chapitrage et des épisodes suppléments comme celui-ci pour Mastodon, publiés en avance par rapport au public. Merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.